Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Kinshasa Direct. Ce soir, je remplace Grace Salambo que vous retrouverez à 19h lors de la grande édition du journal pour cette semaine qui a commencé très mouvementée. Vous l'aurez remarqué, au niveau de Lingala à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe n'est plus le président de l'Assemblée nationale. L'aventure n'aura duré que quelques mois, de mai 2024 à septembre 2025. Vital Kamerhe, 66 ans, a réitéré tout de même sa loyauté à Félix Tshisekedi, qui, lui, se trouve à New York, aux États-Unis. Il devrait s'exprimer du haut de la tribune des Nations Unies à 21h de Kinshasa ce mardi, après les présidents Donald Trump, peu avant le Sénégalais Diomaye. Mais dans ce Kinshasa Direct, nous allons avoir deux invités, notamment un pour parler de la situation de Vital Kamerhe, ou plutôt plus largement de l'UNC, son alliance avec l'UDPS à la suite de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais nous serons également avec M. Henri Kanakan, président du syndicat national des professionnels ici en République démocratique du Congo. Avec lui, on abordera quelques questions stratégiques internes, c'est à suivre dans ce Kinshasa Direct. Mais avant, les grandes lignes de la grande édition de Grace Salambo seront présentées par Damaris Kaembe qui m'a déjà rejoint de l'autre côté du plateau. Damaris, bonsoir et bienvenue. Merci Christopher, mesdames et messieurs, bonsoir. Place à l'actualité sur Télé 50. À la une de l'actualité, 80e Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va s'exprimer ce soir dans sa série de rencontres à New York. Le chef de l'État et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont échangé autour des initiatives de paix en cours pour le rétablissement de la paix et la sécurité en RDC. Le rôle de la MONUSCO, dont les récents accords signés, a été également évoqué. Et au lendemain du discours d'Emmanuel Macron devant l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump est monté à la tribune pour réagir à la décision de la France de reconnaître l'État de Palestine. Une prise de parole lors de laquelle il a vivement critiqué cette prise de position. Il est aussi revenu sur plusieurs thématiques qui lui sont chères. Et en rapport avec la coupure intempestive d'alimentation en électricité survenue dans la nuit du 11 au 12 septembre dernier à l'aéroport international de Djili, laquelle a plongé la tour de contrôle dans le noir en mettant hors service le système de balisage au moment de l'atterrissage de l'avion présidentiel. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité a, après avoir mené un audit technique, formulé des recommandations urgentes. Tous ces grands titres sont développés dans notre édition de 19h avec Grace Salambo à la présentation. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Christopher Ochukura. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup Damaris. Tout de suite, après cette transition, le premier dossier de ce soir. Nous sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde. Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information. Nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle totalement vouée à l'essor de la RDC. Notre objectif ultime reste le même, celui de vous rendre un meilleur service de l'info. Nous sommes Télé 50. Tele 50, kioo cha bara la Afrika na cha dunia. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tele 50 inasimama na kutetea maadili na utajiri wa bara la Afrika. Tunaunga mkono taasisi za Kongo
huku tukisherehekea utamaduni wetu, uzalendo na kujitolea kwetu kwa demokrasia. Chini ya mkurugenzi mkuu wa kituo cha habari na televisheni Jean-Marie Kasamba, tunakupa jukwaa linaloakisi utajiri na utofauti wa bara letu la Afrika. Jiunge nasi kwenye safari hiyo hiyo kupitia maadili ambayo yataunganisha na hadithi zinazotutia moyo. Je suis avec notre premier invité. Je l'ai signalé tout à l'heure, M. Henri Kanakan, qui est le président du syndicat national des travailleurs en République démocratique du Congo, ici, avec une question principale. Est-ce que le gouvernement est-il fidèle à ses engagements, à sa parole? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. C'est la question centrale, hein, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, et comme vous me l'avez glissé sur une feuille de papier d'ailleurs tout à l'heure en insistant. Est-ce que le gouvernement respecte les engagements signés avec les syndicats sur les salaires des agents publics? D'emblée, non. Parce que nous avons signé plusieurs engagements avec le gouvernement par des protocoles d'accord à l'issue des travaux que nous appelons commission paritaire, qui se passe notamment à Bibois. Et en 2024, nous avons signé les tout derniers engagements. Il a été question que le gouvernement puisse payer aux agents un complément des salaires au mois d'octobre 2024. Jusqu'à ce jour, ce complément n'a jamais été payé. Et ce complément devrait être payé en augmentation du salaire de base, de manière à ce que chaque agent, tous les agents, aient un forfaitaire de 50 000 francs. Pourquoi? Pour récupérer le pouvoir d'achat des agents qui étaient déjà érodés par les inflations et les dépréciations. En effet, en 2017 on parlait déjà... en termes un peu plus clairs, hein, c'est-à-dire que les gens qui recevaient 90 000 francs au moment où 100 $ étaient 90 000 francs, jusqu'à aujourd'hui, on est en train de payer avec ce même taux-là, quand on parlait des dépréciations du franc congolais. C'est bien ça. Ce sont des exemples concrets pour que les gens comprennent la dureté de la vie. Parce que, je le répète encore dernièrement, j'ai vu des professeurs d'université installés dans une salle au niveau de l'hôtel du gouvernement en train de manger du pain sec avec des sardines. Un spectacle désolant les a fait attendre là pendant longtemps. Et pourtant, ce sont des gens qui transmettent le savoir, des gens qu'on devrait respecter au même titre qu'un ministre ou un président de la République. Exactement. Concrètement, nous avions signé en 2017 un protocole d'accord avec le gouvernement pour que le gouvernement paye aux huissiers 200 $ de salaire de base à partir de 2017, de manière graduelle, 2017, 2018, 2019. Mais ça n'a jamais été atteint. Et à l'époque, le huissier avait un salaire presque de 80 $. Nous avons progressé. En 2023, nous avons signé un protocole d'accord. Et on a ramené le salaire du huissier de 80 $ à 120 $. 120 $, ça valait 242 000 francs congolais. Jusqu'à ce jour, le huissier est toujours à 242 000 francs congolais. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces 242 000 francs congolais représentent aujourd'hui 80 $. Et plus vous voyez que le huissier, tout comme tous les autres agents, ont perdu presque de 40% leur pouvoir d'achat. La première ministre nous a promis de pouvoir rehausser les salaires de manière à ce que le huissier récupère son pouvoir d'achat et réatteigne les 120 $ et les dépasse même jusqu'à 180 $, 130 $, de manière à ce que graduellement nous puissions atteindre les 200 $ qui avaient été signés en 2017. À ce jour, le huissier est toujours à 80 $. En 2024, le gouvernement a présenté les difficultés. Nous avons compris. Il a dit, bon, nous sommes entendus qu'il puisse augmenter ne serait-ce des 50 000 francs congolais dans l'entretemps, en attendant qu'il puisse atteindre les 200 $ promis. Ça n'a jamais été fait. Nous avons attendu octobre 2024, ça n'a pas été fait. Nous avons compris, aujourd'hui nous sommes en octobre 2025. Le gouvernement est tenu de payer cette paye complémentaire avec effet rétroactif. Ça veut dire, les 12 mois qui se sont passés, sans qu'ils ne les payent, le gouvernement, en principe, est obligé de les payer. Il n'y a pas que ça. Nous avons signé avec le gouvernement que nous élaborions une politique salariale juste et équitable, de manière à ce qu'on puisse résoudre une fois pour toutes les questions salariales, tous les problèmes salariales, les discriminations, les disparités
bon, moi j'appelle même ça l'apartheid qu'il y a dans leur rémunération. Et il faut vous dire que le lancement de cette politique salariale, qui est une politique publique phare de la vision du chef de l'État, a été faite par le chef de l'État lui-même, au centre artistique que nous avons actuellement devant le palais du peuple. En face. Voilà. Et nous avons dû élaborer cette politique salariale un mois durant, avec beaucoup de sacrifices. Des fois, nous dormions à 2 heures du matin pour élaborer cette politique salariale. Ça a été fait correctement. L'étape suivante devrait être quoi? L'étape suivante devrait être la négociation entre les syndicats et le gouvernement, de manière à ce que la partie syndicale puisse s'approprier de cette politique salariale et que la partie gouvernementale puisse aussi se l'approprier. Et ainsi, on passerait à la mise en œuvre. Je vous dis qu'à ce jour, cette étape de pouvoir faire une commission paritaire gouvernement-syndicat pour l'appropriation de la politique salariale et les corrections éventuelles, cette étape est bloquée. Il est bloqué pourquoi? Nous n'en savons rien. Mais nous tenons à dire que tous les engagements pécuniaires pris par le gouvernement à ce jour sont bloqués, ne sont pas accomplis par le gouvernement. Et nous ne comprenons plus rien. Il faut dire que ce sont des engagements que nous prenons pour les agents de l'État qui sont membres à part entière de la population congolaise et que le gouvernement travaille pour la population. Et si réellement le gouvernement travaille pour la population, nous ne comprenons pas qu'au T4, 4e trimestre 2025, nous attendons ces augmentations substantielles. Mais nous avons été surpris par une note du ministre des Finances qui bloque tous les états liquidatifs. De manière à ce qu'au T4 2025, qu'il n'y ait pas de modifications, autrement dire qu'il n'y ait pas des améliorations dans les salaires des agents. Que ce soit des primes, que ce soit des salaires de base, que ce soit les engagements qui ont été pris par le gouvernement. C'est dont nous nous insurgeons en faux. Et nous dénonçons cette décision que nous pensons est unilatérale et qui n'a pas été bien réfléchie. Parce que le gouvernement est là pour la population. Si le gouvernement doit maintenant nous discriminer, parce que nous avons entendu de l'autre part, les personnels publics qui passent d'un salaire de plusieurs dizaines de milliers de dollars vers un salaire plus supérieur. Il faut bien les citer, il ne faut pas dire les termes techniques. On parle bien des députés nationaux qui ne se suffisent pas dans les 15 000 et qui veulent toucher minimum le 20 000. En plus de cela, des moyens de locomotion chiffrés jusqu'à 100 000 $. Merci bien, vous avez très bien compris. Je parle spécifiquement des députés nationaux. Mais il n'y a pas que des députés nationaux. Il y a d'autres agents publics. Les députés nationaux, comment vont-ils passer à 20 000 $ et peut-être plus? Et le huissier est à combien? Mais on dit que le huissier n'est pas un acteur social. Le huissier ne construit pas de pont à Koundarabi Bembete. Ça, c'est les députés qui le font. Non, non. Les députés n'ont pas dans ce chapitre-là, dans la rédaction de votre politique salariale nationale, vous aviez dit quoi? Est-ce qu'il peut être normal qu'un médecin touche 100, 200 et qu'un élu du peuple puisse arriver jusqu'à ce montant-là alors qu'ils sont tous au service de la nation? Vous, en tant que syndicat, vous représentez aussi les députés nationaux. L'ébauche de la politique salariale élaborée a été publiée. Et dans cette ébauche de la politique salariale, nous avons rejoint la vision du chef de l'État, qui veut que nous ayons des salaires standards, qui veut que l'on puisse uniformiser le barème, en gardant évidemment la tension salariale, et qui veut mettre fin aux discriminations actuelles. Mais nous nous rendons compte que nos frères politiciens veulent tout avoir de la République. Non, mais en parlant d'abord de vision du chef de l'État, petite parenthèse, lui-même, il est payé combien? Finalement, vous avez fixé ça dans le document, là? Au fait, dans le document de la politique salariale, tous les agents publics de l'État sont concernés. Oui, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient administratifs, qu'ils soient techniciens, y compris le chef de l'État. Oui, et c'est le chef de l'État lui-même qui a donné les go. On est un peu curieux. Là-bas, lui, il touche combien? Le salaire du huissier, en principe, devrait avoisiner, le salaire de base, je dis bien, devrait avoisiner les 300 $. Et toutes les primes doivent être indexées au salaire de base. Ça veut dire quoi? Que quand vous avez une prime, cette prime, son taux doit être en rapport avec les salaires de base. Ainsi, on devra respecter la proportionnalité entre la somme des primes et le salaire de base, qui par la loi est de 2 tiers
Donc, ça veut dire que la somme des primes devra représenter le 2/3 du salaire de base. Donc, ce principe de la proportionnalité devra être respecté. Et le respect de ce principe de la proportionnalité induit le respect de l'article 36 de la Constitution qui nous dit que les rémunérations des travailleurs doivent être équitables. Et c'est ça la vision du chef de l'État. Parce que le chef de l'État nous a parlé de salaires uniformisés, standardisés, de manière à ce que tous les Congolais aient droit au chapitre. C'est la raison pour laquelle nous nous inscrivons en faux et nous dénonçons le fait que le député veut de plus en plus. Et ça, cette discrimination fait en sorte que nous nous posons la question. Pourquoi les agents de l'État, fonctionnaires, enseignants, médecins et autres doivent être sacrifiés pour manque de moyens, alors que d'autres agents de l'État, donc des agents politiques, pour eux, il n'y a pas de problème de moyens. Vous dénoncez les députés, mais j'ai l'impression que vous protégez le président de la République parce que j'ai posé sa question, vous m'avez plutôt donné la théorie des huissiers. Est-ce qu'il est concerné par cela, lui aussi? Je pense que je vous ai clairement répondu que le chef de l'État veut des salaires standardisés. Oui, le chef de l'État veut mettre fin aux discriminations salariales. Il nous appartient, notamment, il appartient au gouvernement de pouvoir mettre en œuvre cette politique et cette vision du chef de l'État. Et là, c'est tout à fait clair. Je vous dis, mon frère, aujourd'hui, lorsque le ministre des Finances bloque les états liquidatifs, ça veut dire que tous les agents qui ont des grilles barémiques, que ces grilles barémiques ne soient pas appliquées. Or, il y a des grilles barémiques qui devraient être appliquées au 4e trimestre 2025. Et ces agents attendent. Les fonctionnaires, tous, toutes catégories confondues, sont en train d'attendre l'amélioration de leur salaire de base. Bloquer les états liquidatifs, c'est autrement dire, pas question de pouvoir améliorer les salaires de base de tous les fonctionnaires. Ce qui va entraîner sûrement des tensions et qui entraîne déjà des tensions sociales. Et il faut dire que le gouvernement, la stratégie, c'est quoi du gouvernement? C'est que nous ne comprenons pas. C'est comme si le gouvernement a la stratégie d'affaiblir ou d'anéantir les syndicats. Pourquoi je l'ai dit? Parce que tous les syndicats que vous avez là de l'administration publique, il y a 60 syndicats, étaient bénéficiaires à l'époque de subventions pour leur fonctionnement, des maigres moyens qui leur étaient accordés pour qu'ils puissent fonctionner et encadrer les agents de l'État. Aujourd'hui, ça fait 88 mois d'impayement. Et depuis les élections qui ont eu lieu en 2013 jusqu'à ce jour, nous avons plus de 144 mois de privation des cotisations syndicales. Et partout dans le monde, les cotisations syndicales se font par Tchekhov. Le gouvernement et les employeurs facilitent aux syndicats la collecte des cotisations syndicales. Mais chez nous, dans notre pays, depuis cette époque jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Et nous avons compris que le gouvernement est dans la stratégie de pouvoir clochardiser et précariser les syndicats de manière à ce que les syndicats ne puissent pas revendiquer. Non, nous disons non. Même si vous nous précarisez, même si vous nous clochardisez, nous allons parler. Parce que dans nos termes, dans nos principes, si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors, parle et meurt. Et nous disons, nous devrons mettre fin à toutes ces discriminations, nous devrons aller tout droit vers la politique salariale et tous les agents de l'État doivent être très bien payés. Les agents qui ont droit à des améliorations de leurs primes, au mois d'octobre, nous demandons au ministère des Finances de pouvoir laisser ces agents obtenir leur dû et les bloquer. C'est pouvoir simplement les placarder comme s'ils n'avaient pas droit à la vie. Et nous disons en plus que ce que nous devrons comprendre, c'est que la population congolaise doit comprendre. Et c'est que nos politiciens doivent comprendre. Si nous avons obtenu l'indépendance, ça a été une très bonne chose pour nous et pour nos populations. Mais ça n'a pas été pour que la population ou les travailleurs deviennent esclaves des agents politiques. Parce que les politiciens ne doivent pas tout s'accaparer et laisser des miettes aux agents de l'État qui, eux, produisent même ce que nous avons comme ressources de l'État. Voilà. Donc, nous sommes clairs en cette matière et nous voulons demander au gouvernement de pouvoir appliquer, mettre en œuvre ces engagements. Le blocage est arrivé, quand vous dites gouvernement à tout moment, le blocage est arrivé au niveau de la Première ministre ou du ministère du Travail? Mon frère, le chef de l'État lui-même leur a dit de pouvoir respecter les engagements pris avec les syndicats. A dit à qui? Au gouvernement. C'était le 24 avril 2025, lors du lancement de la politique salariale, dans la salle culturelle et artistique internationale
de la République démocratique du Congo qui se trouve en face du palais du peuple. Il l'a dit au vu et au su de tout le monde. Mais nous sommes étonnés que le gouvernement, en cette matière, ne veut pas accomplir ses engagements, notamment pécuniaires. Et quand nous disons engagement pécuniaire, ça veut dire quoi? Il y a deux responsables. Il y a deux responsables, c'est connu. C'est le ministère des Finances et le ministère du Budget. Ce que nous leur demandons, c'est qu'ils puissent comprendre que les agents de l'État, pour bien travailler, pour travailler correctement, ils doivent être aussi correctement payés. Mais lorsque vous ne les payez pas correctement, c'est un problème. Et nous disons en passant qu'il sera très nécessaire que notre pays, nous puissions migrer au budget programme. Parce qu'il y a de la léthargie, il y a des atermoiements. Jusqu'à ce jour, il y a beaucoup de tergiversations qui sont entretenues. Pourquoi je dis qu'ils sont entretenues? Parce que par 2 fois déjà, nous avons eu des moratoires. Le premier moratoire, c'était en 2018, de 5 ans. Le second moratoire en 2024, de 5 ans. Alors que déjà, aujourd'hui, nous totalisons 14 ans de migration, des préparatifs pour la migration, et nous n'arrivons pas à migrer. C'est une honte pour la République. Nous devons migrer. Et pour qu'on réussisse la politique salariale, cette politique phare du chef de l'État, il faut que le ministère de la fonction publique bénéficie de la déconcentration de la dépense publique. Et ainsi, elle saura mettre en œuvre cette politique phare du chef de l'État. Et il faut que tous les autres ministères puissent bénéficier aussi de la déconcentration des dépenses publiques, de manière à ce qu'ils puissent savoir mettre en œuvre leur politique publique comme il se doit, de manière correcte. Voilà, ce sont des choses pour lesquelles nous constatons que le gouvernement doit quand même faire avancer l'État, doit faire avancer la République. Et pour ça, il est très nécessaire que le ministère de la fonction publique prenne à bras le corps le volet 4 de la réforme administrative. Ça veut dire celle de la restructuration des structures. Et parmi ces structures, les structures standards qui ont été mises en place par décret du Premier ministre. Et ces structures standards devraient aujourd'hui être implantées dans tous les ministères. Et aujourd'hui, ils ne sont implantés que dans 24 secrétariats généraux sur 70 secrétariats généraux. Ce qui bloque la migration. Parce que le ministre du Budget, à l'époque, je me rappelle de la date, c'était l'année passée, il a dit tout simplement que tous les paramètres intrinsèques à la migration sont accomplis, sauf les paramètres extrinsèques, donc celles des structures. Or, les structures, c'est la compétence de la fonction publique. Donc la fonction publique a le devoir de pouvoir restructurer comme il se doit jusqu'à la fin, doter toutes les administrations des cadres organiques appropriés et doter toutes les administrations des structures standards de manière à ce que nous puissions migrer au budget programme. Parce que ce sont ces agents-là des structures standards qui devront implémenter les budgets programmes. Et ces agents des structures standards ont droit à être bien payés. Ils ont par ailleurs, comme je le disais, une grille barémique qui aujourd'hui est en souffrance, appliquée à 26%. Il faut que le gouvernement arrive à payer ces agents correctement pour qu'ils soient à même de pouvoir implémenter le budget programme. Alors, puisqu'il y a blocage, puisque jusque pour le moment, ils ne répondent pas à vos priorités, ils ne tiennent pas parole, quels sont les moyens de pression à votre disposition? Qu'est-ce que vous comptez faire si cette situation persiste? Les moyens de pression à notre disposition sont légaux. Et le gouvernement le sait. Nos moyens de pression, ce sont soit des manifestations, soit des grèves. Et nous avons réuni le staff de syndicats, notamment réunis autour de notre plateforme qui est l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Nous nous sommes réunis, nous avons une décision. Et cette décision, maintenant nous sommes en train d'annoncer pratiquement les grandes actions à venir. Ces grandes actions à venir seraient quoi? Nous allons tenir une assemblée générale de tous les délégués, de tous les 60 syndicats, de tous nos délégués, ils sont près de 600. Après cette assemblée générale, nous tiendrons une assemblée générale de tous les agents et fonctionnaires de l'État présents ici dans la ville de Kinshasa. Et nous demanderons leur go pour commencer les manifestations publiques. C'est constitutionnel, c'est l'article 26 de la Constitution. Et pour aller plus loin, à la grève, ce qui est aussi constitutionnel, c'est l'article 39 de notre Constitution. Les droits à la manifestation et les droits à la grève est garanti. Et nous demandons aux agents de l'État de demeurer alertes, de savoir que le droit s'arrache, les libertés se gagnent. Si ils n'arrivent pas à manifester ou à gréver, ils n'auront pas ces droits que nous réclamons. Mais s'ils sont avec nous et s'ils comprennent qu'ils ont l'obligation, le devoir et le droit de manifester et de gréver, alors
nous nous prendrons en charge de manière à ce que tous les agents de l'État soient bien payés et que la politique salariale, qui est une politique forte du chef de l'État, soit pratiquement appliquée, en fin de compte. C'est très bien. Donc, nous rappelons que les syndicats des administrations publiques et membres de l'INAP sont en train de monter au créneau, comme vous l'avez suivi lors de cette interview. Ils sont en train d'exiger la réalisation du 4e trimestre 2025, des engagements du gouvernement pris librement et de bonne foi, comme on l'a rappelé. Et ça a été coulé d'ailleurs dans le protocole d'accord 2024 de Bibois. Le président de la République lui-même a repris parole à ce sujet. Vous l'avez dit, en avril 2025, au centre culturel, donnant ordre, parce qu'on sait que la parole du chef de l'État vaut ordre, aux membres du gouvernement concernés, notamment au niveau du budget et des finances, de pouvoir équilibrer les salaires pour tout le monde. Et vous, en tant que président du syndicat... Transparence et justice sociale, TJS en sigle, voilà, nous ne nous laisserons pas faire. Et nous allons nous prendre en charge comme il se doit. Et tous les syndicats avec nous, ensemble, nous nous prendrons en charge. Ça, c'est clair. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Henri Kanakana, président de ce syndicat. On se retrouve très prochainement et j'espère que ce sera avec des meilleures nouvelles. Merci beaucoup, c'est à nous aussi de vous remercier. Nous sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde. Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information. Nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle totalement vouée à l'essor de la RDC. Notre objectif ultime reste le même, celui de vous rendre un meilleur service de l'info. Nous sommes Télé 50. Tele 50 kioo cha bara la Afrika na cha dunia. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tele 50 inasimama na kutetea maadili na utajiri wa bara la Afrika. Tunaunga mkono taasisi za Kongo huku tukisherehekea utamaduni wetu, uzalendo na kujitolea kwetu kwa demokrasia. Chini ya mkurugenzi mkuu wa kituo cha habari na televisheni Jean-Marie Kasamba, tunakupa jukwaa linaloakisi utajiri na utofauti wa bara letu la Afrika. Jiunge nasi kwenye safari hiyo hiyo kupitia maadili ambayo yataunganisha na hadithi zinazotutia moyo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na za dunia. Tele 50, sauti yako, mustakabali wetu. Tele 50, simplement congolais. Nous sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde.
Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information. Nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle totalement vouée à l'essor de la RDC. Notre objectif ultime reste le même, celui de vous rendre un meilleur service de l'info. Nous sommes Télé 50. Nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle totalement vouée à l'essor de la RDC. Notre objectif ultime reste le même, celui de vous rendre un meilleur service de l'info. Nous sommes Télé 50.